Bonjour et bienvenue à la première émission de la Radio-École française de Stockholm. Aujourd'hui, on a le grand plaisir de diffuser un interview avec le lauréat du prix Nobel de physique, Serge Haroche. Monsieur Haroche a reçu le prix pour son succès en physique quantique. Et maintenant, il va nous expliquer pourquoi il est devenu physicien, comment il a réussi et beaucoup d'autres choses. Le monde physique m'a rapidement intéressé et fasciné, donc j'ai su très vite à la fin de l'école secondaire que je voulais faire de la physique. Mais je ne savais pas quel type de physique, parce que je ne connaissais pas du tout le domaine, mais enfin je savais que je voulais utiliser les mathématiques pour faire de la physique. Étiez-vous toujours un bon élève? J'ai honte de dire oui. T'es un bon élève, oui. Alors, que pensez-vous du climat académique en Suède? Je ne connais pas très bien, mais je suis impressionné par comme en général en Suède, par le mélange entre le formalisme, le fait que les études sont très bien organisées de façon qu'il y a une tradition beaucoup plus forte qu'en France. En France, les traditions académiques ont été plus ou moins perdues. Et je trouve que le mélange du respect des traditions et de la liberté et de l'informalité également de la vie forme un mélange très harmonieux. Je trouve que je pense que être étudiant en Suède doit être plus facile et par certains côtés plus agréable que d'être étudiant en France, où les traditions ont complètement disparu et où la société est beaucoup plus éclatée. Je crois que vous avez de la chance de travailler dans ce système. Qui sont les 3 personnes les plus inspirantes dans votre vie scientifique? Les plus inspirantes? Oui. Des gens comme, bien sûr, des grands scientifiques comme Einstein ou Newton sont des géants de la science qui sont effectivement très inspirants. L'idée qu'ils sont arrivés à révolutionner le monde à partir d'idées très simples finalement. Donc voilà les personnages que je pourrais citer. À part ça, j'ai connu déjà. Bon, ça c'est vraiment des personnages mythiques, mais j'ai connu des grands scientifiques que j'ai eu l'occasion de parler, de fréquenter, qui m'ont beaucoup impressionné aussi. Alors, quelle est selon vous la raison principale derrière votre succès? Une des raisons, c'est la chance. Il faut avoir une passion et une ambition pour atteindre un but qui est difficile à long terme. Mais il ne suffit pas d'avoir cette ambition, il faut également avoir de la chance et que ça marche. Donc c'est un mélange de persévérance, d'ambition, de chance et aussi d'avoir eu la chance de s'entourer des bonnes personnes et d'avoir pu former un groupe de gens extraordinaires avec lesquels j'ai pu travailler pendant très longtemps en bonne harmonie et de façon très constructive. Donc j'ai eu beaucoup de chance, mais évidemment il faut aider la chance aussi. Voilà. Alors, merci. Comment croyez-vous que l'école peut influer les scientifiques futurs? En donnant une ouverture d'esprit aux gens, en formant des gens de façon large, pas seulement aux sciences, mais aux humanités également, en créant un socle culturel qui fait que les jeunes aient envie de développer leur curiosité et envie de travailler pour un but qui les passionne. Tout à l'heure, on parlait d'un livre de Camus qui oppose le travail solitaire au travail solidaire. Je crois qu'il y a un mélange de ces deux choses. Il faut se former soi-même, donc ça c'est quelque chose de solitaire, mais il faut également avoir en vue l'ensemble de la société et essayer de travailler, essayer d'agir de cette façon-là. Et je pense qu'une école ou un système éducatif qui allie ces deux aspects est quelque chose de très positif. Est-il dans la nature humaine de toujours vouloir savoir plus? N'est-il pas possible de vivre ignorant et heureux? Je ne sais pas, mais je pense que dans la nature humaine, effectivement, d'avoir la curiosité de comprendre ce qui nous entoure. Et je crois que l'aspiration à la connaissance est une des formes qui a poussé, est un
des ressorts qui a poussé l'humanité jusqu'à maintenant, et on n'a pas le choix, il faut continuer. Alors, combien de temps reste avant qu'on peut utiliser le premier ordinateur quantique? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Ça dépend de beaucoup de choses, de facteurs qu'on ne connaît pas. Oui. Et il est possible que cet ordinateur n'ait pas du tout la forme à laquelle on pense maintenant. Donc, je ne peux pas répondre à cette question. Okay. Alors, que peut faire un ordinateur quantique que nous pouvons pas faire aujourd'hui? Il y a un certain type de problèmes qui sont trop difficiles pour qu'un ordinateur classique puisse les accomplir pendant un temps raisonnable. Par exemple, si on vous donne un grand nombre qui est un produit de deux nombres premiers, la factorisation des grands nombres, trouver les nombres premiers correspondants est une opération qui est très difficile. Et si le nombre a un nombre de chiffres trop grand, la factorisation va prendre un temps infini, beaucoup trop long. Il se trouve qu'il existe des algorithmes, des opérations qui, avec un ordinateur quantique, permettront de faire ça beaucoup plus vite. Alors, ça a un intérêt pratique parce que l'impossibilité de factoriser des grands nombres est la base de la cryptographie utilisée par les cartes de crédit, par tous les moyens qu'on utilise dans l'économie moderne pour protéger les opérations qu'on réalise, est basée sur l'impossibilité de factoriser les grands nombres. Donc si on y arriverait, ça poserait des problèmes et ça révolutionnerait l'économie, ça forcerait à changer les méthodes de cryptographie. Mais ça, c'est un aspect assez technique. Il y a quelques problèmes comme celui-là que l'ordinateur quantique pourrait réaliser beaucoup plus facilement que l'ordinateur classique, mais ça devient un peu technique à expliquer. Si on suppose qu'il y a de la vie extraterrestre humanoïde, voulez-vous les rencontrer? Ça dépend, je ne sais pas. Non, si c'est ça m'étonnerait qu'il n'y a aucune raison que ce soit vraiment humanoïde. Il peut y avoir des formes de vie dans des planètes en dehors du système solaire. Vraisemblablement, il doit y avoir des formes de vie. C'est passionnant de savoir quelle forme elles auront. Mais si c'est des formes de vie qui sont plus avancées que la nôtre, ça peut peut-être être dangereux d'entrer en communication avec elles, je ne sais pas. De toute façon, ça se passe vraisemblablement ces planètes dans lesquelles de la vie extraterrestre pourrait exister sont à des années-lumière de nous, et donc le contact direct reste extrêmement hypothétique et impossible en fait. Donc ce serait intéressant de savoir si ça existe, mais je ne pense pas qu'on aura un contact direct possible pour des raisons physiques. D'accord. Merci beaucoup. Alors, c'est tout pour la première émission. On voudrait remercier M. Haroche pour son temps précieux et pour le vôtre, chers écouteurs.